Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Est-ce que vous êtes déçu ce matin ? Pourquoi le serais-je ? Vous avez la droite qui est au gouvernement, 10 ministres qui seront du bloc central qui a perdu les législatives et vous seulement 3 ministres de plein exercice. Mais parce que ça correspond à l'équilibre des forces au Parlement. Parce que nous n'avons pas gagné cette élection. Il disait on est quasiment la première force politique avec le Sénat et l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas gagné cette élection. Et nous avançons depuis le début avec une grande humilité. Nous savons aujourd'hui que nous sommes face à un chemin inédit, à un chemin singulier, où nous allons devoir essayer de ne pas perdre l'année qui vient, ou les 18 prochains mois qui nous séparent de cette dissolution que le Rassemblement national attend d'ores et déjà. Donc oui, nous allons tenter de travailler ensemble. Ce n'est pas facile. J'imagine que pour Michel Barnier, constituer ce gouvernement n'a pas été une tâche aisée. Mais justement, la question, je poursuis la question d'Adrien. Comment on est passé en 24 heures d'un gouvernement qui était quasiment exclusivement LR, de ce qu'on a compris, qui a été présenté au président, et 24 heures plus tard avec une majoritairement macroniste. Je crois que c'était un galop d'essai. Personne n'a imaginé un jour. Plus pour avoir moins, c'est quoi là ? Personne n'a imaginé un jour qu'il y aurait un gouvernement exclusivement LR. C'est pas ce que nous avons dit non plus, mais un gouvernement avec un certain nombre de LR, voilà. Et finalement, ce nombre est un petit peu réduit par rapport à ce qui avait été évoqué. Nous avons remporté 8% des voix aux élections législatives. Qui, au sein des Républicains ou ailleurs, pouvait imaginer un instant que nous aurions un gouvernement en majorité les Républicains ? Nous disposons déjà d'un Premier ministre issu de notre famille politique, et cela, nous l'avons gagné parce que nous avons été à l'origine du veto qui a été mis à Emmanuel Macron sur l'idée d'avoir un Premier ministre issu de l'extrême gauche. Mais quand on vous écoute, on se demande même s'il a toute sa place, le Premier ministre, quand vous évoquez les résultats des élections. Non. Comprenez-moi bien. Nous avons souhaité qu'il n'y ait pas de gouvernement d'extrême gauche et que Lucie Castex ne dirige pas la France. Et je n'ai pas aimé le fait... C'est peut-être un peu simplifier les choses. Enfin, le Front populaire, pour moi, c'est une grande partie d'extrême... Non, pas le Parti socialiste. Mais à partir du moment où le Parti socialiste a décidé de s'allier avec l'extrême gauche, j'estime que Mme Lucie Castex aurait représenté un gouvernement d'extrême gauche. Nous n'avons pas souhaité que Mme Lucie Castex et les siens prennent le pouvoir. Et nous avons obtenu cela d'Emmanuel Macron. C'est déjà une première victoire, et ça, pardonnez-moi, mais c'est grâce aux Républicains. Deuxièmement, nous savons que nous n'avons pas gagné cette élection, et nous avançons donc, j'insiste, avec humilité. Nous avons la chance d'avoir un Premier ministre issu des Républicains. Honnêtement, en tant que secrétaire général délégué des Républicains, je préfère que nous ayons un Premier ministre de droite plutôt qu'un Premier ministre de gauche. Maintenant, je savais bien que nous ne pourrions pas disposer de la majorité des postes au gouvernement. À l'inverse, est-ce que vous comprenez que certains électeurs puissent s'interroger et dire ça paraît difficilement compréhensible qu'un parti, et je parle de Ensemble pour la République, Modem, Horizon, donc cette ex-majorité présidentielle, soit encore majoritaire dans un gouvernement alors même qu'ils ont perdu près de 100 députés ? À partir du moment où nous faisons le pari tous ensemble du bloc central face aux extrêmes, il faut bien... Vous appartenez désormais au bloc central. Entre l'extrême gauche, le populisme du Rassemblement national, je pars du principe, je ne suis pas centriste, mais je pars du principe que je fais partie du bloc central. Mais le bloc central, ça ne veut pas du tout dire que nous sommes d'accord sur tout, loin de là même, avec les positions d'Emmanuel Macron et de l'ex-majorité présidentielle. D'ailleurs, je n'ai pas aimé le « en même temps » depuis 7 ans. Je n'ai pas aimé ce « en même temps » mortifère qui nous a menés dans le mur à bien des égards et qui fait qu'aujourd'hui, il y a 1000 agressions par jour parce que la sécurité n'est pas maîtrisée, qu'il y a 90% des immigrés clandestins qui ne sont pas reconduits dans leur pays et que nous avons augmenté la dette de 1000 milliards d'euros en 7 ans. Donc le grand défi que nous allons devoir relever, c'est précisément de faire en sorte que cette coexistence pacifique, cette nouvelle coalition, vous l'appelez comme vous voulez, on a du mal aujourd'hui à la qualifier tant le chemin est inédit, ne soit pas en même temps bis. Mais avec pour autant une majorité de ministres qui viennent de ceux en même temps. C'est quand même ça la réalité. Parce qu'à l'intérieur du bloc central, c'est le rapport de force à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas reprocher à Michel Barnier d'avoir certes consulté, écouté chacun et observé aussi le rapport de force afin de pouvoir disposer des moyens à l'Assemblée nationale pour faire voter ces lois. Tout cela n'est pas surprenant. Ce sont aussi un peu de mathématiques et pas uniquement de la politique. Donc pour vous, c'est un gouvernement de centre-droit,
pas un gouvernement de droite? J'aurais toujours préféré qu'il soit davantage de droite. Si la liste est confirmée, encore une fois. Bien sûr, bien sûr. J'aurais toujours préféré qu'il soit davantage de droite, mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne m'attendais pas non plus à ce que nous ayons plus de ministres issus des Républicains au regard du rapport de force dont nous disposons à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes confiant sur le fait que ça puisse fonctionner entre les macronistes et vous? Hervé Morin, autour de la table hier pour les centristes et qui était aussi ce matin sur France Info, parle de revolver sous la table. Je n'utiliserai pas ces termes. Avec des formules à la Hervé Morin, mais quand même. Oui, je crois qu'il faut qu'on soit tous responsables. Les Républicains l'ont été, Laurent Wauquiez l'a été, en évoluant dans son point de vue et en considérant, après l'idée d'un soutien sans participation, qu'en fait, il fallait que les Républicains fassent preuve de responsabilité, mettent la main à la pâte, essaient d'aider Michel Barnier et le gouvernement à réussir pour ne pas perdre les mois, voire peut-être les années qui viennent. Pourquoi Laurent Wauquiez, par exemple, en concret, refuse Bercy? Si c'est le moment, avec des finances qui sont dans un état très grave, dit Michel Barnier, n'est-ce pas le moment de se retrousser les manches et d'y aller? Mais vous ne croyez pas qu'en restant président du groupe LR à l'Assemblée nationale, à un moment où tous les yeux vont être rivés sur ce qui se passe au Palais Bourbon, ce n'est pas prendre ses responsabilités? Didier, il y a quand même un budget qui, de l'aveu même de Pierre Moscovici, sera peut-être l'un des plus difficiles de la Ve République. Laurent Wauquiez, qui peut aspirer peut-être à être président de la République, ça aurait eu du panache d'aller à Bercy et d'essayer de faire passer ce budget. Vous savez, c'est aussi avoir du panache que de refuser des ministères. Parce que peu de personnalités politiques refusent d'aller dans des ministères. Attendez, parce que le pouvoir voulait bien aller à est toujours l'intérieur, mais très il voulait pas à Bercy. Ça donne quand même une image globalement. C'est la réalité ou pas? Je ne peux pas vous le dire. Et ça, ce sont les fantasmes journalistiques où vous savez bien que chaque heure est ponctuée de pronostics sur la composition d'un gouvernement. Ce que je peux vous dire, en revanche, assurément, c'est que Laurent Wauquiez, des fantasmes, c'est aussi des informations. Laurent Wauquiez a eu le courage de se présenter à l'Assemblée nationale à un moment où il fallait effectivement, comme vous le dites, pour reprendre votre expression, se retrousser les manches. Il l'a fait. Il a pris la présidence du groupe. Aujourd'hui, nous avons un groupe de près de 50 députés et on sait bien que le chemin que nous entamons va être périlleux. Et donc, avoir son expérience et avoir son autorité maintenant comme président de groupe à l'Assemblée nationale, je pense en réalité que c'était ce qu'il fallait qu'il fasse. Alors, il y a quelques on n'a pas la liste complète. Vous avez des informations sur vous considérez quoi? Il a dit avant dimanche. Et quand bien même j'en aurais, ce n'est pas à moi de les donner. Mais c'est quoi, aujourd'hui, demain? J'imagine aujourd'hui. D'ailleurs, parmi les cas. Pardon, Bérangère, mais sur le timing, on nous laisse entendre du côté de l'Élysée que les discussions ne seraient pas complètement terminées. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin que ces discussions, elles sont terminées et que Michel Barnier, son gouvernement, hier soir, il a été accepté par Emmanuel Macron? Non, je ne me permettrai pas d'interférer dans les relations entre le président de la République et le Premier ministre. Mais le président, il peut mettre sa patte encore. Mais on peut relire la Constitution ensemble, si vous voulez. C'est lui qui nomme. C'est lui qui nomme, sur proposition du Premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Le Premier ministre lui a fait des propositions. Après, j'imagine que sur tel point de détail ou sur un autre, il peut avoir quand même son mot à dire, notamment sur les domaines réservés qui sont dits par le Premier ministre partagés. Donc tout cela est le fonctionnement normal et sain des institutions. Soyons patients. En revanche, après, nous allons tous nous concentrer sur le boulot qui est à mener et nous allons devoir accompagner ce gouvernement avec une bienveillance vigilante parce que nous n'avons pas d'autre choix et nous ne devons pas perdre les mois et les prochaines années, encore une fois, mais aussi parce que nous, les Républicains, nous allons tout faire pour que les réformes voulues par notre pacte législatif soient mises en œuvre. Et ce sera difficile, nous le savons. Nous ne serons pas les seuls à gouverner, loin de là. Mais nous allons devoir peser avec bienveillance, je répète, mais avec vigilance. Dans cette liste, Geoffroy Didier, il y a un nom qui fait grincer beaucoup de dents depuis hier. C'est Laurence Garnier, sénatrice LR, qui s'occuperait de la jeunesse et des familles, qui a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, qui a voté contre la création de ce délit sanctionnant les thérapies de conversion, très impliquée dans la manif pour tous. Est-ce qu'elle a sa place au gouvernement ? J'ai une autre sensibilité au sein de la droite que la sienne. Je respecte la sienne. C'est à elle de nous dire si, en tant que ministre de la Famille, elle pense pouvoir
faire valoir des positions qui sont différentes de ses positions strictement personnelles, mais qui seront celles du gouvernement. Des positions politiques aussi qu'elle a prises, ce sont des votes. Le vote contre les thérapies de conversion, par exemple. Et c'est récent, tout ça est récent. Ce ne sont pas mes positions personnelles. 2013 à Manif pour tous. Ce ne sont pas mes positions personnelles. Oui, mais on ne vous demande pas vos positions personnelles. Accessoirement, c'est aussi une inflexion du positionnement de la France en la matière, si ça se confirme. Cette question, c'est au Premier ministre et au Président de la République d'y répondre. Je ne suis pas là pour jeter des anathèmes. Laurence Garnier est une sénatrice de qualité. Elle peut avoir, encore une fois, des positions personnelles qui sont différentes de celles que je souhaiterais porter moi-même. Mais c'est à elle, d'abord, de savoir si elle peut respecter une position qui serait différente en tant que ministre, parce que j'imagine que la position du gouvernement ne sera pas globalement celle de ses positions personnelles. Et après, c'est au Premier ministre et au Président de la République. C'est un nom qui a été proposé par les Républicains, par Michel Barnier. Chaque parti est venu hier avec ses listes, ses propositions. C'est Michel Barnier qui a composé ces listes. On parle d'un ministère ou d'un secrétariat d'État à la famille, tout de même. Elle n'est pas nommée à l'économie ou que sais-je. C'est pour ça que vous me posez la question. Et c'est pour ça précisément qu'on vous pose la question. La question est de fait posée. Mais ce n'est pas à moi d'y répondre. Oui, mais vous ne vous inquiétez pas que ça puisse éventuellement crisper effectivement des personnes venant du camp d'Emmanuel Macron. On sait qu'il y a des sensibilités très différentes, au-delà même de votre propre camp. J'ai vu que les crispations avaient débuté dès hier soir. Je ne les conteste pas. Mais encore une fois, ce n'est pas à moi d'y répondre. Et c'est peut-être à elle, d'abord, en son âme et conscience, de savoir si elle peut respecter et mettre en œuvre des positions qui sont différentes de ses positions personnelles. Non mais attendez, ce sont être ministre, être responsable public, qu'est-ce qui vous empêche de dire Laurence Garnier est une femme formidable, elle pourrait faire les sports ou elle pourrait faire l'économie, autre chose, mais pas là. Ça, vous pouvez pas le dire, pas aux familles. Mais encore une fois, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Moi, je respecte les positions et les différentes sensibilités de ma famille politique. La sensibilité conservatrice existe, ce n'est pas forcément toujours la mienne, mais je la respecte. Après, c'est à Michel Barnier et à la déclaration politique générale du Premier ministre de nous dire si c'est la position du gouvernement et si elle correspond aux positions personnelles de Mme Garnier ou pas. Question si très ça simple, ne l'est pas, j'imagine qu'ils en tireront les conséquences ensemble. Geoffroy Didier, après on va au fil info. Est-ce que ça vous gêne si elle arrive au gouvernement? Mais si la politique du gouvernement, je vais vous répondre, si la politique du gouvernement correspondait à ses positions personnelles, ça me poserait personnellement un sujet. Mais j'imagine que la position de Michel Barnier et du gouvernement ne sera pas celle-ci. Eh bien, vous restez avec nous, Geoffroy Didier, secrétaire général délégué des Républicains. On va parler également du programme législatif, du budget. Tout cela après le fil info, 9h moins le quart, Claire Checaglini. C'est un gouvernement réactionnaire, néolibéral et de perdants. Ça n'assure pas de majorité à l'Assemblée. Diagnostic du député insoumis Éric Coquerel sur France Info ce matin. La composition du gouvernement Barnier sera totalement dévoilée avant dimanche. Parmi les noms proposés, 3 LR pour des ministères de plein exercice. Bruno Retailleau pour l'intérieur, Annie Genevard pour l'agriculture et Patrick Hetzel pour l'enseignement supérieur. Pas d'annonce concernant le ou la future locataire de Bercy. Mais côté feuille de route, selon Pierre Moscovici, il n'est pas souhaitable de ramener le déficit public sous le seuil des 3% de PIB dès 2027. Le président de la Cour des comptes y voit un risque social et économique. Au Portugal, 2 incendies importants restent actifs. Les feux dans le centre et le nord du pays ont tué 5 personnes. Près de 100 000 hectares de végétation ont été dévastés. Football, les débuts prometteurs de Monaco en Ligue des Champions hier soir qui a dominé à domicile le FC Barcelone 2-1. Score identique pour l'entrée en lice historique et victorieuse donc de Brest en Champions League. Les Bretons recevaient à Guingamp les Autrichiens de Sturm Graz. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et Geoffroy Didier, secrétaire général délégué, les Républicains, on continue à dérouler ce qu'on sait de cette liste et de ce gouvernement qui sera probablement présenté, en tout cas avant dimanche, a dit Matignon. Un ministère de la laïcité, qu'est-ce que c'est Et on se demandait quelle administration, par exemple, travaille sur la laïcité. L'administration, j'imagine que ça peut être notamment celle du ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur, donc. Oui, mais je trouve que
insister sur le fait que la laïcité est éprouvée en France, qu'il faut à la fois lutter contre les discriminations, puisque c'est l'intitulé du ministère délégué, Laïcité et laïcité, lutte contre les discriminations. Je crois qu'aujourd'hui, la préservation de la laïcité est devenue un véritable défi de société et que c'est bien qu'il y ait peut-être une administration, mais aussi un visage, une autorité politique pour la mener à bien. Est-ce que c'est pas un sujet transversal qui devrait être concentré, enfin non pas concentré dans un seul ministère, mais partout? Il y a un côté, vous savez, il faut mettre les mots sur les choses. Que ce soit extrêmement inflammable, vous le savez. La question c'est est-ce que c'est de l'affichage et des gages donnés à ce groupe qui va être tellement central, qui est le Rassemblement national à l'Assemblée? Je ne crois pas que ce soit de l'affichage. Je pense qu'il y a une action à mener, résolue, précisément. Il y a une autorité à mener aussi sur un défi comme celui-ci. Je me souviens que nous avons fait voter l'interdiction de la loi sur le port de la burqa. Vous vous souvenez des positions de Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale sur le port de l'abaya à l'école. Donc un peu l'intérieur, un peu l'éducation, ça peut être un peu le sport. En fait, c'est un défi interministériel, je vous l'accorde, mais c'est un véritable défi qui méritait quand même un ministère dédié et surtout une action gouvernementale résolue. Quand c'est pas vraiment défini, il y a toujours le risque d'une coquille vide. C'est marrant parce que vous faites des procès d'intention. Vous avez décidé d'ores et déjà, par exemple, que ce ministère serait inutile précisément, alors que je pense qu'il sera particulièrement utile par le passé. Ça, je vous l'accorde. Notamment le ministère de la Simplification qui ne faisait qu'ajouter de la complexité aux normes. Mais je crois que le ministère de la Laïcité, je connais bien Othmane Nasrou, si c'est à lui que revient ce ministère délégué, saura parfaitement faire preuve d'autorité, mais aussi peut-être d'aider à l'intégration, à la lutte contre les discriminations, à favoriser l'assimilation en France, à faire respecter la loi de 1905. Enfin, tout ça, ce sont quand même des défis majeurs. Vous voudriez qu'il n'y ait pas de visage politique et d'action résolue gouvernementale là-dessus ? Qui accessoirement est ministre des cultes également. Chargé des cultes, tout à fait. Il ne vous aura pas échappé que les défis de sécurité vont être majeurs. Nous avons aujourd'hui un pays où la sécurité n'est absolument pas maîtrisée. Particulièrement à la laïcité, c'est là où ça devient inflammable. Non, c'est pour ça que je vous dis que vous devriez être contente, parce qu'il y a à la fois un ministère de l'Intérieur et un ministère de la laïcité. Si on vous disait que la laïcité ne dépendait que de la sécurité, vous me diriez qu'en réalité, on fait un lien totalement inflammable entre le respect de la laïcité et la sécurité. Là, le respect de la laïcité, ce n'est pas qu'un défi de sécurité. C'est un défi d'intégration, c'est un défi d'assimilation, c'est un défi de respect des religions, de dialogue interreligieux. Tout cela doit être une source d'apaisement, pas uniquement un lieu de conflit. Donc je trouve ça plutôt sain qu'il y ait un ministère dédié qui soit indépendant de l'action purement sécuritaire qui va être dévolue à Bruno Retailleau et qui fasse respecter la laïcité en France. Alors Geoffroy Didier, un ministère qui lui n'est pas nouveau du tout. Enfin en tout cas il a quelques décennies, c'est celui de la culture. Est-ce que c'est une bonne idée que Rachida Dati reste à la culture ? Moi, plutôt que de vous faire les commentaires de chacun des ministres putatifs... Alors, il y a des politiques publiques qui sont menées quand même derrière. Et elle vient pas de parti. Vous me parlez de Rachida Dati. Geoffroy Didier, elle avait par exemple une ligne sur la culture populaire, etc., faire venir la culture dans les campagnes. Enfin voilà, c'est quelque chose, vous pourriez dire, c'est quelque chose qui nous parle et on peut la garder pour continuer cette feuille de route. Ça a d'ailleurs été effectivement les priorités de Rachida Dati. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont les politiques publiques qui sont menées. Mais j'ai l'impression que vous vous concentrez sur les personnes et les personnages. Mais c'est davantage. Ce matin, effectivement, c'est un peu logique parce que on attend la nomination de ce gouvernement. Donc derrière les ça visages, correspond à une logique aussi. Et je précise, après avoir attendu 2 mois, il faut qu'il soit solide, ce gouvernement. Et on peut s'interroger, par exemple, sur l'intention de Rachida Dati de rester au-delà de quelques mois, sachant qu'elle a ce calendrier municipal en tête. Si vous pensez que Rachida Dati est liquide, je vous laisse la responsabilité de vos propos, parce que ce n'est pas du tout mon intention. Liquide ? Non, parce que vous dites solide, liquide. Donc moi, je vous dis, est-ce que le gouvernement doit être solide ? Oui, Rachida Dati est une femme, est une responsable politique solide. Elle a son calendrier municipal en tête pour Paris. Elle ne restera pas, ce n'est un mystère pour personne, elle ne restera pas très longtemps. Il y a accessoirement un sujet lié à la décision de la Cour d'appel de Paris début juillet qui a rejeté son recours dans l'affaire Ghosn, vous savez, disant qu'il n'y avait pas prescription. Bref, il y a un certain nombre de raisons qui peuvent amener à s'interroger sur sa présence dans ce gouvernement aujourd'hui. Encore une fois, je ne vais pas
vous faire l'exégèse de chaque membre putatif du gouvernement. Si elle considère qu'elle peut poursuivre son action gouvernementale et qu'elle a la confiance du président et du Premier ministre, je ne vois pas ce qui l'en empêcherait. Après, si elle souhaite effectivement briguer la mairie de Paris, j'imagine qu'elle prendra ses dispositions le moment venu. Mais ce n'est pas à moi de répondre à la question de sa présence au gouvernement et encore moins à son éventuelle candidature à la mairie de Paris. Alors Geoffroy Didier, vous voulez qu'on parle de fond? Effectivement, on veut bien, puisque il y a, même si c'est aussi du fond de savoir, oui, mais c'est aussi du fond de savoir qui pour mener quelle politique. La feuille de route envoyée hier soir par Matignon, bon, on peut en parler, mais le sujet, c'est aussi qu'elle reste assez vague. Alors oui, améliorer le niveau de vie des Français, le fonctionnement des services publics, l'école, la santé, garantir la sécurité, maîtriser les finances publiques, réduire la dette écologique. Est-ce que c'est quand même pas, avec un tel flou, si c'est ça qui est issu de l'accord entre toutes les forces politiques, comment dire, la certitude que c'est l'échec et il va y avoir de la division après? Pour l'instant, c'est elliptique. Mais Michel Barnier a fixé sa méthode depuis le départ. Il a dit « je désigne un gouvernement » et ensuite je m'adresse aux Français et à la représentation nationale à travers, ce sera le 1er octobre, un discours de politique générale. Vous comprenez aussi pourquoi on vous pose les questions dans ce sens-là. Bien sûr, vous avez raison. Ce que je peux vous dire en revanche, avec précision cette fois, c'est ce que nous, les Républicains, nous souhaitons porter. Et nous l'avons fait de manière transparente, et nous avons été les premiers à le faire, en mettant ce fameux pacte législatif sur la table. C'est simple, c'est on n'augmente pas les impôts, on baisse la dépense publique, et surtout on ne l'augmente pas, d'autant plus qu'on a 8 points de plus de PIB par rapport à la moyenne de la zone euro. On défend le nucléaire, on rétablit les peines planchers pour davantage sécuriser les Français. Geoffroy Didier, arrêtons-nous sur les impôts quand même, parce que c'est un sujet qui a fait beaucoup parler. Et on s'attaque à l'immigration illégale qui est devenue un véritable fléau. Les impôts, et enfin, on essaie de mieux rémunérer le travail et de rapprocher le salaire net du salaire brut. Ça, c'est intéressant. Prenons juste le cas concret sur les impôts. Ça, c'est du fond. Les impôts, ça a été évoqué toute la semaine. L'idée était que éventuellement, on pouvait être touché, c'est ce qui a été évoqué par certains proches de Michel Barnier. Finalement, hier, on croit comprendre que Michel Barnier a affirmé que non. Mais pas de hausse d'impôts pour ceux qui travaillent et pour les classes moyennes. Ce sont les mots de Gabriel Attal. Ça ne veut pas dire pas de hausse d'impôts du tout. Vous l'aurez noté. Je l'ai noté et je vais vous dire ce que j'en pense franchement. Moi, je souhaite une règle d'or fiscale où on n'augmente pas les impôts pour les Français, quels qu'ils soient. Ceux qui prennent des risques, ceux qui ont gagné leur vie, ceux qui ont bénéficié d'une véritable réussite professionnelle grâce aux efforts et à l'esprit d'initiative qui ont été les leurs, comme ceux, bien évidemment, qui travaillent aujourd'hui, qui ne sont pas suffisamment payés et qui méritent d'être mieux rémunérés. Donc moi, je dis niet à toute augmentation d'impôts en France, car je crois que le seuil d'acceptabilité de l'impôt est plus que saturé, et d'ailleurs nous disposons malheureusement du record du nombre de prélèvements obligatoires dans les pays de l'OCDE. Et comment on fait? Est-ce que ça tient avec une situation budgétaire très grave, comme dit Michel Barnier? On parle de 5,6% du PIB, si ça se trouve c'est plus, tout en améliorant les services publics, puisque c'est ce qu'il souhaite également. Vous avez raison. L'État, c'est comme n'importe quel ménage en France. Lorsqu'on vit au-dessus de ses moyens, on baisse ses dépenses, plutôt que d'emprunter encore davantage, ou plutôt que de penser qu'en réalité tout cela va durer de manière donc budget d'austérité comme dit Éric Coquerel ce matin sur France Info. Non, on baisse les dépenses. Mais vous n'imaginez pas le nombre de gaspillages qui existent, de dépenses inconsidérées et inutiles. D'abord, il y a un véritable enjeu, c'est l'efficacité de la dépense publique. Il faut rationaliser le fonctionnement de l'État. Lorsque je vois qu'il y a 400 agences de l'État, dont certaines, franchement... Ça coûte pas des milliards, ça, non mais, Geoffroy attendez, Didier. vous savez, quand on va... C'est 20-30 milliards qu'il faut trouver. Quand on va s'atteler à l'idée même qu'il faut réduire la dépense publique, on entame un chemin difficile, mais il va falloir détail après détail. En fait, c'est un véritable état d'esprit dans lequel il faut s'inscrire. Regardez, lorsque je vois par exemple que la Cour des comptes en 2018 a dit que sur la fraude aux allocations sociales, ça coûtait 7 à 8 milliards d'euros par an, j'imagine que les choses ne se sont pas arrangées depuis. Lorsque je vois que l'AFD, l'Agence française du développement, dit qu'il y a 13 milliards d'euros d'aide au développement par an et qu'on continue à aider les pays qui pourtant refusent
de faire revenir dans leur pays les immigrés clandestins qu'on souhaite leur envoyer, je me dis qu'en réalité, il y a une source quasi inépuisable de dépenses publiques en moins qu'il faut absolument couper. Non, pas l'aide au développement en soi, l'aide au développement à l'égard des pays qui ne respectent pas ce rapport de force qu'on doit créer avec eux et qui refusent de reprendre leurs clandestins. Cela, oui, effectivement, j'estime que dans la négo, il faut les menacer d'arrêter l'aide au développement. Merci Geoffroy Didier, secrétaire général délégué Les Républicains. Merci d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Merci à vous. Bérengère Bonte, vous restez avec nous dans 3 minutes. Composition du gouvernement. La droite y trouve-t-elle vraiment son compte? On en a parlé avec Geoffroy Didier. On va en reparler. Quel point d'accord aussi entre macronistes et droite républicaine? Il y a beaucoup de choses à dire encore. Restez avec nous sur France Info. Les informés sont à suivre.